Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo est consacrée au cours du jeudi 28 mai. Durant cette séquence, nous allons corriger les deux activités que vous aviez à traiter pour aujourd'hui, les activités qui vont nous permettre d'introduire le chapitre 10 que nous commencerons à traiter lundi. Alors, par la semaine prochaine. Donc première activité, l'élément césium, utilité et danger. Donc on vous dit que le césium est l'un des éléments radioactifs les plus nocifs, produit dans les réacteurs à fission nucléaire. On cherche à minimiser l'impact sur l'environnement lors d'un accident nucléaire. Donc l'exemple de Fukushima est traité dans le document 2. Mais il peut être utile en radiothérapie pour traiter des tumeurs cancéreuses. Pour le traitement des tumeurs cancéreuses, on parle de chimiothérapie ou de radiothérapie. Et bien en radiothérapie, souvent le césium est utilisé pour produire les rayonnements. Alors, document 1, vous aviez donc un petit rappel de ce début d'année de seconde avec des noyaux qui sont représentés, avec en blanc les neutrons, en rouge les protons. Donc vous vous souvenez, dans un atome, on a au cœur de l'atome le noyau qui contient donc les nucléons. Nucléons, c'est les habitants du noyau, qui sont les protons et les neutrons. Autour, on a les électrons. Donc là, on s'intéresse que au noyau. Et on vous dit que c'est les noyaux d'un même élément. Vous vous souvenez aussi, on a dit donc en début d'année que ce qui caractérisait un élément chimique, c'était son numéro atomique, c'est-à-dire son nombre de protons. Toutes les entités chimiques qui ont le même nombre de protons font partie du même élément. Et là, en effet, c'est bien le même élément, puisque à chaque fois, on a 6 protons, on a 6 boules rouges dans les 3 noyaux. Donc on a bien ici 3 entités chimiques du même élément chimique, qui est en l'occurrence le carbone, puisque Z égale 6, quand Z égale 6, c'est le carbone. Ça, vous n'avez pas à le savoir, mais une classification périodique pourrait vous le dire. Alors, deuxième document, intérêt et risque du césium. Donc là, on vous dit que c'est un isotope radioactif qui se transforme spontanément en émettant une particule et de l'énergie sous forme d'un rayonnement, que ce rayonnement peut être utilisé dans le traitement du cancer. Il peut détruire une tumeur cancéreuse, mais il peut également être produit dans les centrales nucléaires. Et donc à Fukushima, on a eu plusieurs kilogrammes de césium 137 qui ont été dégagés dans l'atmosphère et qui peuvent induire un danger pour les populations. Alors quant à lui, le césium 133 est le seul isotope qui ne se transforme pas et qu'on trouve à l'état naturel. Alors quand on dit 137 et 133 pour le césium, le nombre 137 et le nombre 133 correspondent au nombre de nucléons. C'est-à-dire A, vous vous souvenez, quand on a un symbole de noyau, ce qu'on voit ici dans le document 3, le symbole donc on lui rajoute deux nombres. Un nombre en haut à gauche, le nombre de nucléons, A, et un nombre en bas à gauche, le nombre de protons, qu'on appelle aussi le numéro atomique, Z. Ensuite, donc le document 3, on vous dit la radioactivité β- est un processus radioactif au cours duquel un noyau se transforme en un autre noyau en émettant une particule, un électron. L'équation nucléaire modélisant cette transformation, elle s'écrit comme ça. Donc on a AXZ qui donne AYZ plus 1 plus 0 moins 1 E. Alors, X c'est le symbole d'un noyau qui a un numéro atomique Z et un nombre de nucléons A. Y c'est le symbole d'un autre noyau qui a pour numéro atomique Z plus 1, mais par contre le même nombre de nucléons A. Et E-1 c'est le symbole de l'électron. L'électron, alors pour essayer de comprendre un peu à quoi correspondrait ce 0 et ce moins 1, 0 parce qu'il n'y a pas de nucléon dans l'électron, et moins 1 parce que la charge de l'électron elle est opposée à celle du proton. Le proton a une charge plus E, et l'électron a une charge moins E. Donc ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que les nombres en haut sont égaux à gauche et à droite de la flèche, c'est-à-dire que A est bien égal à A plus 0, et en bas, les nombres sont aussi égaux entre eux, de part et d'autre de la flèche. Z est bien égal à Z plus 1 moins 1. Donc on dit qu'on a conservation du nombre de masse, conservation de A, et conservation du nombre de protons, conservation du numéro atomique, donc conservation du Z. Z égale Z plus 1 moins 1. Donc c'est ce qu'on vous disait ici, conservation du nombre de charges et conservation du nombre de masse. Alors, première question, donner le nombre de protons et de neutrons de chaque noyau et écrire la notation symbolique en s'aidant d'une classification périodique des éléments, donc que vous aviez dans votre livre. Là, on a 6 boules rouges, donc Z égale 6 pour les 3 noyaux. Donc le nombre en bas à gauche sera un 6. Comme Z égale 6, c'est bien le symbole de l'élément, ça va avec, c'est du carbone, donc ce sera un C majuscule. Donc pour les 3 noyaux, on aura 6 C
donc plutôt C, et en bas à gauche 6. Et en haut à gauche, le nombre de nucléons, eh bien lui il change. Le nombre de nucléons, c'est nombre de protons plus nombre de neutrons. Pour le noyau A, c'est 12, donc C6, 12. Le noyau B, c'est 13, C6, 13, puisqu'on a 7 neutrons et 6 protons. Et le noyau C, c'est 14, puisqu'on a 8 neutrons et 6 protons, donc C6, 14. Et donc c'est ce qui était représenté ici. Alors, deuxième question, ces noyaux sont appelés des isotopes. Donnez une définition de l'isotopie. Alors, deux noyaux sont isotopes s'ils ont le même nombre de protons, mais pas le même nombre de neutrons. Donc, même Z, mais pas le même A. Donc là, les trois noyaux sont isotopes, ils ont même Z, mais pas le même A. Donc, pas le même nombre de nucléons, donc pas le même nombre de neutrons, alors qu'ils ont le même nombre de protons. Identifier la propriété du césium-137 utilisé à des fins thérapeutiques. Donc là, c'était le texte. En fait, on vous disait dans le début ici, le césium-137 est un isotope radioactif qui se transforme spontanément en émettant une particule et de l'énergie sous la forme d'un rayonnement. Et ensuite, à la fin, on vous disait que on pouvait mettre ce césium-137 à l'intérieur ou très proche de la région à traiter afin que le rayonnement émis détruise la tumeur cancéreuse. Et enfin... Qu'est-ce qui différencie le césium-137 du césium-133 Eh bien, ce qui différencie les deux, c'est le nombre de neutrons. Ils ont tous les deux le même nombre de protons, donc la classification périodique permettrait de voir que le césium, son numéro atomique, c'est 55. Z égale 55, donc le nombre en bas à gauche, c'est 55. Pour le césium-137, le nombre de neutrons, c'est 137 moins 55, ce qui nous fait 82 neutrons. Et pour le nombre de neutrons du césium-133, 133 moins 55, ça nous fait 78 neutrons. Donc la différence entre les deux isotopes, c'est le nombre de neutrons. Alors, sachant que les noyaux de césium-137 sont des émetteurs β-, écrire l'équation de la réaction nucléaire associée à leur désintégration radioactive. Alors, on va se fier à ça. Donc ici, au document 3, A ici c'est 137, là on a 55, et là c'est CS pour césium. Ici, on va laisser 137. On va chercher quel est l'élément qui a pour numéro atomique 55 plus 1, c'est-à-dire 56. Et cet élément, c'est le barium. Donc on va écrire Ba ici. Et là, on garde l'électron 0, E-1. Et donc ça nous fait cette équation-là. 137 Ce55 qui nous donne... pardon, c'est CS ici, 55. Le césium, c'est CS. Alors, attendez, j'ai un doute d'un coup, je vérifie. Alors, dans ma classification, 55... Oui, c'est ça, c'est CS. Donc, CE, c'est le cérium. Donc là, il y a une petite erreur, je corrigerai ça. Et donc, 137 Ba56, c'est 0, moins 1. Et donc voilà, on a bien conservation du nombre de charges et du nombre de masses. C'est-à-dire que les nombres en haut ici sont à gauche de la flèche sont égaux au nombre à droite de la flèche. 137 est bien égal à 137 plus 0. Et pareil pour le nombre de charges en bas à gauche. 55 c'est bien égal à 56 moins 1. Alors, deuxième activité, le soleil, l'énergie du futur. Donc on vous dit que la gestion des déchets radioactifs, les accidents tels que ceux de Tchernobyl et Fukushima et l'épuisement des ressources d'uranium rendent la filière nucléaire moins populaire. L'une des alternatives serait de contrôler les réactions à l'origine de l'énergie émise par le soleil. On va voir que c'est aussi de l'énergie nucléaire, mais pas tout à fait la même. En tout cas, l'origine n'est pas la même. La réaction à l'origine n'est pas la même. Sous l'impact d'un neutron, un noyau d'uranium-235 peut se scinder en deux noyaux plus petits tout en rayonnant des photons. Donc en fait, ça c'est ce qu'on appelle la fission nucléaire. Pour faire de la fission nucléaire, on prend un gros noyau, on le bombarde avec un neutron et il se casse en deux plus petits noyaux. Et cette réaction produit du rayonnement, de l'énergie sous forme de rayonnement électromagnétique, et donc énergie qu'on va pouvoir récupérer pour produire de l'électricité. C'est ce qu'on fait dans nos centrales nucléaires, c'est les centrales à fission. Il y a un projet dans le sud-est de la France, à Cadarache, qui s'appelle le projet ITER, dont l'objectif est de maîtriser l'énergie des étoiles, qui n'est pas de la fission nucléaire, mais de la fusion. C'est ce qu'on voyait dans le deuxième paragraphe, dans le Soleil. Eh bien, ce qu'on a, c'est des petits noyaux qui vont fusionner, des petits noyaux qui sont des isotopes de l'hydrogène, qui vont fusionner pour former des noyaux plus lourds, et ça aussi, ça produit de l'énergie, sous forme d'ondes électromagnétiques qu'on peut récupérer. Ça produit même plus d'énergie, en fait, la fusion.
Deuxième avantage, donc ça produit plus d'énergie, c'est déjà un premier avantage. Deuxième avantage, c'est que ça produit aussi des déchets nucléaires, mais à durée de vie très courte. Vous savez que le problème principal de la fission nucléaire sont les déchets. Ça produit de l'électricité décarbonée, c'est-à-dire sans gaz à effet de serre, la fission nucléaire, mais par contre, ça produit des déchets, et pour l'instant on ne sait pas quoi en faire, donc on les enfouit, on les enterre, en sachant pas trop qu'on va pouvoir en faire par la suite. Alors, donc, et on doit le faire, ça, les enfouir pendant des milliers d'années. Alors que pour la fusion nucléaire, eh bien, ça va aussi produire des déchets, mais à durée de vie beaucoup plus courte, de l'ordre de la dizaine d'années. Donc ça, stocker des déchets pendant des dizaines d'années, on sait faire. Pendant des milliers d'années, c'est pas sûr qu'on sache le faire. Et alors, autre chose, la matière première de la fission, c'est l'uranium, et l'uranium, on n'a pas une infinité, hein, alors que la matière première de la fusion, c'est les isotopes de l'hydrogène, et ça, on en a beaucoup. En particulier le deutérium, qui est donc les noyaux d'hydrogène. Hein, l'hydrogène classique, il a un proton et aucun neutron. L'hydrogène 2, il a un proton et un neutron, on l'appelle le deutérium. L'hydrogène 3, je vous rappelle, c'est le nombre de masse qu'on écrit en haut à gauche, c'est le A. Et bien l'hydrogène 3, il a un proton et deux neutrons, et on l'appelle le tritium. Et donc ça, on en a des quantités importantes. Alors, pour comparer l'efficacité énergétique d'une source, on utilise la tonne équivalent pétrole, qui correspond à l'énergie produite par la combustion d'une tonne de pétrole. On estime que la consommation mondiale d'énergie en 2017 était de 13 500 mégatonnes équivalent pétrole, donc 13 500 millions de tonnes équivalent pétrole. À ce rythme, les ressources énergétiques seront épuisées d'ici une cinquantaine d'années pour le charbon et le pétrole, et dans une centaine d'années pour le gaz naturel et l'uranium. On estime les réserves mondiales d'uranium fissile, c'est-à-dire celui qui peut faire des fissions, parce que tout l'uranium ne peut pas faire de la fusion, c'est certains isotopes, à 6 millions de tonnes. Donc là, une tonne de charbon, ça produit 0,69 tonnes équivalent pétrole, 1000 mètres cubes de gaz naturel, 0,87 tonnes équivalent pétrole, et une tonne d'uranium, 90 000 tonnes équivalent pétrole. Alors le laser mégajoule près de Bordeaux est une installation expérimentale étudiant la possibilité de réaliser des réactions de fusion nucléaire. 176 lasers dont la puissance totale est de l'ordre du mégajoule, donc 10 puissance 6 joules, convergent vers une petite cible afin d'obtenir les conditions de fusion des isotopes de l'hydrogène, deutérium et tritium contenus dans la cible. En théorie, 2,5 grammes produisent 20 tonnes équivalent pétrole. Donc 2,5 grammes du mélange deutérium-tritium libère 20 tonnes équivalent pétrole. Alors, quelle est l'origine de l'énergie convertie dans une centrale nucléaire et dans le Soleil? Alors les deux origines sont des origines nucléaires. À chaque fois, c'est des transformations qui ont lieu dans le noyau. Quand on a la fission nucléaire, donc dans les centrales nucléaires, on casse un gros noyau avec un neutron, alors que dans les étoiles, eh bien, on fait fusionner deux petits noyaux en un noyau plus gros. Et à chaque fois, ces deux transformations dégagent de l'énergie sous la forme d'un rayonnement électromagnétique et d'énergie thermique qu'on peut récupérer. Alors combien de tonnes d'uranium seraient nécessaires pour couvrir l'ensemble des besoins énergétiques mondiaux de 2017? Alors on voit que les besoins c'est 13 500 mégatonnes équivalent pétrole et que nous on a 90 000 tonnes équivalent pétrole dans une tonne d'uranium. Donc pour savoir le nombre de tonnes d'uranium, il faut prendre la totalité de l'énergie nécessaire et diviser par ce que produit une tonne d'uranium. Donc on va faire 13 500 millions divisé par 90 000. Et 13 500 millions divisé par 90 000, eh bien ça fait 150 000. Il nous faut 150 000 tonnes d'uranium. Donc si c'était que l'uranium qui produisait l'énergie totale mondiale, comme on a 6 millions de tonnes d'uranium à disposition, bah on en aurait pour 40 ans à peu près, hein, parce que 6 millions divisé par 150 000, ça nous fait 40. Bon. Donc on voit qu'il faut prévoir autre chose, hein, de toute manière. Question 3. Montrer que la fusion d'une tonne de deutérium-tritium dégage une énergie de 8 millions de tonnes équivalent pétrole, ou 8 mégatep. Donc on voit que 2,5 g de combustible, ça donne 20 TEP. Donc une tonne de deutérium-tritium, c'est 1 million de grammes. Donc là, on va faire 20 divisé par 2,5 pour trouver pour 1 gramme, parce que 2,5 grammes, ça fait 20 tonnes équivalent pétrole. Donc on divise par 2,5 pour trouver pour 1 gramme. Et on multiplie par 1 million, parce que 1 million de grammes, bah, c'est une tonne.
Et donc ça nous fait 8 millions de tonnes équivalent pétrole. 20 divisé par 2,5, ça fait 8. Et 8 fois 1 million, ça fait 8 millions. Donc 8 mégatonnes équivalent pétrole. Et en déduire la masse de combustible de fusion nucléaire nécessaire pour couvrir l'équivalent des besoins énergétiques en 2017. Conclure. Donc 13 500 de millions de tonnes équivalent pétrole divisé par 8 millions de tonnes équivalent pétrole, parce que je rappelle que 1 tonne de deutérium tritium produit 8 millions de tonnes équivalent pétrole. Ce dont on a besoin, c'est 13 500 millions de tonnes équivalent pétrole pour l'énergie mondiale. Donc 13 500 millions de tonnes équivalent pétrole divisé par ce que peut produire 1 tonne de deutérium tritium, c'est-à-dire 8 millions de tonnes équivalent pétrole, ça va nous donner la masse de mélange deutérium tritium nécessaire pour couvrir les besoins énergétiques mondiaux en 2017. Donc 13 500 millions divisé par 8 millions, eh bien ça nous fait 1700 tonnes. Donc 1700 tonnes de deutérium tritium à produire pour fournir 13 500 millions de tonnes équivalent pétrole. On voit que ça nous fait quasiment 100 fois moins, parce qu'on était à 150 000 tonnes pour l'uranium. Là, on a 1700 tonnes. Bon, près de 100 fois moins. Donc la fusion est vraiment plus efficace que la fission au niveau énergétique. Donc elle a beaucoup d'avantages, mais le problème c'est qu'on ne la maîtrise pas. Parce que pour la maîtriser, il faut atteindre des températures comme dans le Soleil, de l'ordre de 10 millions de degrés Celsius. Et là, il n'y a évidemment aucun matériau qui sont capables de supporter ça. Et on est obligé de confiner aussi la matière dans des zones très très réduites. C'est ce qu'on essaie de faire donc là avec le laser mégajoule, mais avec aussi une entreprise, je vous disais, à Cadarache, donc dans le sud-est de la France, le projet ITER, qui est un projet mondial pour lequel tous les pays industrialisés participent. Et c'est une preuve de concept, c'est-à-dire que d'ici une trentaine d'années, on espère que cette centrale pourra prouver qu'une centrale à fusion fonctionnerait. Pour l'instant, la fusion fonctionne en laboratoire. On sait faire des tokamaks, ce qui permet de produire la fusion depuis 50 ans. Mais déjà, pour l'instant, on a besoin de plus d'énergie pour réussir à confiner la matière que ce qu'on récupère d'énergie quand on a la fusion. Et en plus, on ne sait le faire pour l'instant qu'à l'échelle du laboratoire, pas à l'échelle industrielle. Donc il faut réussir à prouver qu'on peut le faire à l'échelle industrielle et qu'en plus on récupère plus d'énergie qu'on en consomme en confinant la matière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée, bon travail et à demain pour la classe virtuelle. Au revoir.